Fin ce matin de la Semaine nationale du patrimoine culturel, une semaine qui était placée sous le signe du dialogue, de la paix et de la cohésion sociale, compte tenu de la situation particulière que connaît le Mali au moment où il est placé sur la liste du patrimoine culturel mondial en péril. La clôture a été présidée par le Premier ministre. Sécurisation de nos routes, les conducteurs sont avertis, s'ils prennent le volant en état d'ivresse, ils devront rendre compte grâce au contrôle du taux d'alcoolémie. Hier nuit, ici à Bamako, la Naser a initié une opération de contrôle sur 150 conducteurs contrôlés, 6 étaient positifs. En deuxième page culture de ce journal, nous irons à la découverte du livre Bracelet d'Afrique, une collection de la Malienne Tamaro Touré, une autobiographie qui relate ses combats pour le développement de la culture en Afrique. La dédicace a eu lieu hier soir au Musée national en présence de Modibo Soirée. Madame, Monsieur, bonsoir. Je souhaite à tous un bon mois de Ramadan et en ce premier jour, soyez les bienvenus à ce 20h. Le président de la République par intérim, Djankouna Traoré, a accordé 3 audiences ce vendredi. Ont été reçues une délégation de l'Union européenne venue de Bruxelles, un émissaire du président de l'autorité palestinienne et le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, porte-parole du médiateur de la CEDEAO dans la crise malienne. Makanfi Konaté a suivi les audiences. La première délégation reçue est celle de l'Union européenne. Venus directement de Bruxelles, les représentants du service des actions extérieures de l'Union européenne étaient venus consulter le président Djankouna Traoré en prélude à une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. Nous devons avoir lundi prochain une réunion des ministres des Affaires étrangères à Bruxelles et le sujet du Mali est à l'ordre du jour. C'est un des dossiers qui sera examiné par le ministre. Donc c'était très utile pour nous de venir rencontrer le président et d'avoir avec lui une conversation et un entretien qui aborde tous les différents sujets. Que l'Union européenne souhaite aider le Mali à retrouver le chemin de la stabilité, que nous voulons soutenir le Mali dans la recherche de son unité, de sa souveraineté, de son indépendance, de son intégrité territoriale. À la suite des diplomates de l'Union européenne, c'est un émissaire du président de l'autorité palestinienne qui est reçu. M. Anas Abderrahim, conseiller à l'ambassade de Palestine à Dakar, est porteur d'un message du président Mahmoud Abbas. J'étais porteur d'un message du président Abbas pour soutenir le Mali dans cette situation difficile. Voilà, souhaiter que le pays sorte de cette crise et marquer la disponibilité de la Palestine aux côtés du peuple malien et de la République du Mali, la République sœur du Mali. Troisième personnalité à être reçue, le ministre Djibril Bassolé, porte-parole du médiateur de la CEDEAO. Les échanges qui ont duré près de 90 minutes ont tourné autour de plusieurs sujets. Naturellement, il a été question d'abord de la coopération qu'il faut mettre en place et organiser entre le Mali et la CEDEAO de manière à ce que nous puissions gérer efficacement cette douloureuse situation que nous vivons au nord du Mali. Il est question de plus en plus d'une requête que les autorités maliennes doivent adresser aux instances de la communauté internationale, la CEDEAO, l'Union africaine, le Conseil de sécurité, pour que cette question du Mali soit gérée avec les partenaires de la communauté internationale. Donc la formulation de cette requête a été l'objet de notre entretien. Au cours de cet entretien, le président Djankouna Traoré et le ministre Bassolé ont également abordé la question du gouvernement d'union nationale attendu d'ici au 31 juillet 2012. Voilà à l'instant les 3 audiences accordées par le président de la République par intérim à Paris. Retour au Mali avec la fin des travaux de la Semaine nationale du patrimoine culturel. C'était ce matin, une semaine qui s'était tenue dans un contexte particulier puisque notre patrimoine culturel est en péril. Néanmoins, la semaine propose d'exploiter le patrimoine pour en faire un outil de consolidation de la paix. La cérémonie était présidée par le Premier ministre, Cheikh Modibo Diarra. Reportage de Alpha Baïga. Une semaine pour les uns et les autres de réfléchir sur toute la diversité culturelle du pays. C'est à travers conférences, débats, expositions, présentations de costumes, entre autres. C'est ainsi que les participants à la Semaine nationale du patrimoine culturel ont revisité le pays profond.
et du coup formuler quelques recommandations. Les participants ont insisté sur l'utilisation du patrimoine culturel comme facteur de paix et l'utilisation aussi du patrimoine culturel dans les programmes d'enseignement. Face à la crise grave que nous traversons, vous avez proposé d'explorer toutes les pistes en mettant en relief les mécanismes traditionnels de prévention et de règlement des conflits qui privilégient l'humanité, l'humilité, la préservation de l'intérêt général, la vertu du vivre ensemble, toutes choses qui ont tendance de nos jours à s'effriter. Patrimoine culturel, facteur de dialogue, paix et social pour la consolidation de l'unité nationale, c'est le thème autour duquel les travaux étaient focalisés. Occasion pour les artistes de s'interroger ce que vit chaque Malien présentement dans sa chair. Le message reste une mélodie pathétique. C'est ainsi que le Premier ministre et les membres du gouvernement ont reçu chacun une calebasse contenant du haricot et des colas. Et pour magnifier son engagement pour la nation, le Premier ministre procède aussitôt avec une aiguille à souder les cœurs et les esprits. Son patrimoine culturel matériel et immatériel exprime de façon merveilleuse le brassage harmonieux de ces populations et explique éloquemment l'esprit de tolérance, le respect de soi et des autres, la convivialité si caractéristique des peuples de l'espace sahélien. C'est dire que le Mali reste une terre de rencontre de civilisation, un foyer de production culturelle dynamique caractérisé par une diversité des expressions culturelles et cela à l'image de sa population et ses communautés pluriethniques. Nous sommes en période de Ramadan et comme d'habitude en période de Ramadan, les horaires de travail sont modifiés. Ainsi, le ministre de la fonction publique, de la gouvernance et des réformes administratives et politiques chargé des relations avec les institutions et le ministre de la jeunesse, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle communiquent en application de l'arrêté du 25 juillet 2011 portant modification des horaires de travail pendant le mois de Ramadan. Les horaires de travail sont modifiés durant le mois de Ramadan, ainsi du lundi au jeudi de 7h30 à 16h30 avec une pause de 30 minutes de 12h30 à 13h et puis les vendredis de 7h30 à 12h30 sans pause. Le ministre de l'économie, des finances et du budget a offert hier un cocktail aux représentants résidents du Fonds monétaire international FMI. Alain Feller est en fin de mission dans notre pays. Pendant plus de 3 ans, il a raffermi les liens entre le Mali et le FMI. Pour preuve, notre pays a bénéficié d'une ligne de crédit de plus de 40 milliards de francs CFA pendant la période 2008-2011. Mohamed Diarra était au cocktail. L'émotion était au rendez-vous de ce cocktail organisé à l'occasion du départ d'un grand ami du Mali. Pendant plus de 3 ans, Alain Feller, représentant résident du Fonds monétaire international en fin de mission au Mali, a su renforcer les liens entre le Mali et les services techniques du FMI. À titre d'exemple, le Mali a bénéficié d'un décaissement total de 40 milliards de francs CFA au titre de l'accord triennal de la faculté élargie de crédit. Un décaissement qui couvre la période 2008-2011. Les administrateurs du Fonds monétaire international ont exprimé leur soutien en faveur de l'approbation du nouvel accord triennal au titre de la facilité élargie de crédit pour un montant de 22,5 milliards de francs CFA en appui au programme économique et financier du Mali pour la période 2012-2014. La première mission de revue de ce nouveau programme, qui se déroulait du 9 au 23 mars, a été interrompue par les événements sociopolitiques intervenus dans notre pays. C'est pour cette raison que le cocktail a pris l'allure d'un véritable plaidoyer pour la reprise imminente de la coopération entre le Mali et le FMI. Je vous prie donc, Monsieur le représentant, de transmettre aux autorités du Fonds monétaire international toute ma reconnaissance et ma profonde gratitude pour les mesures prises dans la perspective de la normalisation de nos relations et la reprise du programme économique et financier interrompu à la fin du premier trimestre 2012.
Alain Feller s'est dit très touché par cette marque de confiance et l'hospitalité légendaire du Mali. Il s'engage à donner un tonus à la stabilité macroéconomique du Mali auprès des administrateurs du FMI. La mise en œuvre satisfaisante de ces programmes a contribué au long de ces années à renforcer la stabilité macroéconomique, sans laquelle il n'est point de développement économique durable. Enfin, des cadeaux pour entretenir cette relation qui a de beaux jours devant elle. Alain Feller est appelé pour d'autres missions à Washington. Et puis ce communiqué du ministre de la Défense et des anciens combattants a porté à votre attention suite aux multiples désertions constatées au sein des forces armées de sécurité. Le ministre de la Défense et des anciens combattants a instruit à ses services spécialisés, notamment la Direction générale de la Gendarmerie nationale et la Direction de la sécurité militaire, de diligenter des procédures d'avis de recherche et de renseignement des militaires en absence non justifiée dans leurs unités. Les différents avis de recherche et de renseignement militaire demeurant infructueux, le ministre de la Défense et des anciens combattants a ordonné leur traduction devant les conseils de discipline ou d'enquête. Le ministre de la Défense et des anciens combattants informe l'opinion nationale et internationale que tous les militaires concernés, officiers, sous-officiers et militaires de rang, ont été radiés du cadre des effectifs des forces armées de sécurité dans le strict respect des dispositions statutaires. Ils seront éventuellement recherchés et traduits devant les tribunaux militaires conformément au statut général des militaires et du code de justice militaire. Le ministre de la Défense et des anciens combattants rassure qu'aucun cas de désertion ne sera plus toléré dans l'armée et décline toute responsabilité du département quant aux agissements des intéressés. Et puis le ministre du Commerce, des Mines et de l'Industrie, de son côté, lui était à Caille, toujours dans le cadre de sa tournée pour vérifier les stocks en produits de première nécessité. Sur place, Amadou Touré était satisfait. Les magasins sont suffisamment approvisionnés. Il a tout de même demandé aux opérateurs économiques de veiller à la stabilité des prix pendant le mois de carême. Reportage de Idrissa Goulou Sissoko. Au cours de cette visite, le ministre du Commerce, des Mines et de l'Industrie, Amadou Touré, s'est rendu dans les magasins de 4 grands importateurs de la ville. Il s'agit des magasins de Somakov, des établissements Ablaïnang, des établissements Mamadou Diara, Mamadou Adama Diallo. Tous ces importateurs se sont exécutés conformément à leur cahier de charges. Nous avons, dans le cahier de charges, nous avons signé 6 000 tonnes pour le sucre. Et déjà, nous avons à notre disposition plus de 2625 tonnes. Donc, les 3000 quelques tonnes qui restent sont au niveau du port. Et pour le sucre, pour le riz aussi, nous avons plus de 12 000 tonnes de sucre. Donc, nous avons 6 000 tonnes en notre possession actuellement. Le ministre Amadou Touré se réjouit de la disponibilité d'importants stocks qui peuvent couvrir tout le mois de Ramadan. Seule fausse note, les commerçants détaillants ne respectent pas les prix fixés de commun accord par le gouvernement et les opérateurs économiques. Les constats que nous avons faits nous donnent plus de 10 000 tonnes de riz dans les magasins uniquement des 4 grossistes importateurs que nous avons vus, sans compter ce qui est dans les marchés et ce qui est chez les demi-gros. Nous avons vu également plus de 5 000 tonnes de sucre. Maintenant, il y a un deuxième problème sur lequel nous sommes tombés. C'est comme à Koulikoro, nous avons fait le constat que le sucre était vendu à 550 au lieu de 540 convenus avec les détaillants. Alors, c'est une préoccupation pour nous. Franchement, nous aimerions bien que les commerçants détaillants comprennent que la phase que le pays traverse mérite que l'on ait, je dirais, presque pitié de nos populations. Justement, la rencontre avec les opérateurs économiques a porté sur le respect des prix fixés de commun accord. Le président de la Chambre régionale de commerce et les responsables des commerçants détaillants se sont engagés à vendre le kilogramme de riz à 340 francs CFA et celui du sucre à 540 francs CFA. Autre temps fort de la visite du ministre Amadou Touré, la rencontre avec les déplacés du Nord à Caille, à qui il a remis 4 millions de francs CFA de la part de Ablaïnang, opérateur économique, 4 tonnes et demie de riz et 3 tonnes et demie de sucre.
Voilà, il y a assez de stock, tout va pour le mieux. Le ministre de la Communication, de la Poste et des Nouvelles Technologies, porte-parole du gouvernement, Amadou Touré, a reçu en audience ce vendredi 20 juillet messieurs Makan Kone, Draman Aliou Kone, Ibrahima Koulibaly et Modibodi Mangué Diaby, respectivement président de la Maison de la Presse, président et secrétaire général de l'Association des éditeurs de la presse privée ACEP et représentant du groupe patronal de la presse. Le ministre de la Communication a réitéré avec fermeté la condamnation du gouvernement suite aux récentes agressions physiques sur les journalistes Abdraman Keita de Aurore et Saouti Aïdara de l'Indépendant. Il a rassuré que les enquêtes seront ouvertes pour identifier les auteurs, les arrêter et les traduire devant les juridictions compétentes. Le ministre porte-parole du gouvernement a réaffirmé la forte conviction du gouvernement à avoir un partenariat fécond avec les médias. Les entretiens entre le ministre et ses interlocuteurs ont essentiellement porté sur les conditions de travail des journalistes dans le contexte actuel et leur protection dans l'exercice de leur métier. En 5e région, les acteurs des régions de Tombouctou, Gao et Kidal et Mopti se sont retrouvés à Mopti sur initiative de CRI 2002. Ils devront faire le point de l'état de mise en œuvre des différentes recommandations issues du forum sur la valorisation du rôle et de la place des autorités traditionnelles dans les nouveaux dispositifs institutionnels. Le reportage est de Yacouba Maïga. Cette journée d'échange et de partage de CRI 2002 est la suite logique du forum tenu les 7 et 8 février 2012 ici à Mopti sur la valorisation du rôle et de la place des autorités traditionnelles dans les nouveaux dispositifs institutionnels. Il s'agissait donc pour les acteurs venus des régions de Tombouctou, Gao, Kidal et Mopti d'échanger, de partager et de valider les résultats et recommandations issues de ce forum de février. Il est clair que la valorisation du rôle et de la place des chefs et autorités traditionnelles, coutumières et religieuses ne peut que contribuer de façon très positive au renforcement des institutions du pays et partant consolider la paix et la cohésion nationale. Les échanges ont porté sur une dizaine de recommandations ayant trait à la conceptualisation, l'élaboration et l'opérationnalisation des passerelles allant dans le sens de la recherche d'une synergie d'action multi-acteurs sur le chemin de la valorisation du rôle et de la place des chefs et autorités traditionnelles, coutumiers et religieux dans leurs relations avec l'administration d'État, les organes des collectivités territoriales et les citoyens. La crise du Nord n'a pas échappé à leur attention. Revoyons comment, à travers tout ce que nous avons engrangé comme résultat sur le rôle et la place des autorités traditionnelles, pour qu'on voie comment on peut encore renforcer, n'est-ce pas, le dispositif déjà existant, apporter les appuis qu'il faut au gouvernement du Mali, aux forces armées et de sécurité, pour qu'on puisse pouvoir sortir très rapidement de ce guêpier. Pour renforcer la formation et l'information dans le cadre de la citoyenneté, CRI 2002 a décidé d'ouvrir bientôt une antenne à Mopti. Et bientôt, nos musulmans se rendront à la Mecque pour le pèlerinage. À cette occasion, le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire informe la communauté musulmane du Mali que le coût du pèlerinage au lieu saint de l'islam pour la campagne 2012 est fixé à 2 355 000 francs CFA, donc 2 355 170 francs CFA. Ce coût n'englobe pas les frais de prestation ci-après, visite médicale, vaccination et passeport. Les inscriptions se dérouleront du 23 juillet au 7 septembre 2012 à la maison du Hadj, assise dans l'enceinte du Centre culturel islamique de Hamdallah à Bamako et dans les cercles missions diplomatiques et consulaires du Mali à l'étranger. Le versement des fonds ainsi que les différentes formalités s'effectueront simultanément aux inscriptions du guichet, au guichet unique de la maison du Hadj. La compagnie Al-Madina Nasser est retenue pour assurer le transport des pèlerins. L'acheminement des pèlerins à la phase aller s'effectuera du 27 au 29 septembre 2012 et la phase retour du 31 octobre au 2 novembre 2012. Tous les candidats de l'intérieur doivent être physiquement présents à Bamako au plus tard le 22 septembre 2012 pour les dernières formalités de voyage et
la formation. Par ailleurs, il est demandé à chaque pèlerin au départ de Bamako de se munir de 12 photos d'identité. 12 photos d'identité. Les renseignements complémentaires feront l'objet de communiqués ultérieurs. Voilà donc, les frais de pèlerinage pour la filière gouvernementale est fixé à 2 355 000 francs 470. Voilà. Plus de 5 millions de francs CFA, c'est le montant des dons offerts par le ministère de l'Énergie, de l'Eau et de l'Environnement à celui en charge de l'action humanitaire. Les 10 tonnes de riz, les 50 bidons d'huile et les médicaments sont destinés aux réfugiés des régions du nord du Mali. Le reportage est de Adama Tangara. Il ressort des dernières statistiques que le nombre des déplacés internes est de plus de 67 000 personnes et celui des réfugiés dans les pays voisins, plus de 203 000 personnes. Des chiffres provisoires alarmants qui interpellent tous. C'est pourquoi le ministre de l'Énergie, de l'Eau et de l'Environnement, à travers la société Sopam Énergie SA, a remis au ministre de l'Action humanitaire, de la Solidarité et des personnes âgées des dons d'une valeur de 5 100 000 francs CFA. Ces dons se composent de 10 tonnes de riz, 50 bidons d'huile de cuisine et des lots de médicaments. Nous nous engageons, en ce qui nous concerne en tant qu'entreprise citoyenne, à œuvrer aux côtés de notre ministère de tutelle pour la construction d'un nouveau Mali. Nous avons voulu, par cet acte, faire un geste substantiel à nos compatriotes qui vivent dans des conditions relativement difficiles dans ces zones concernées. Le ministre de l'Action humanitaire, de la Solidarité et des personnes âgées ne pouvait que se réjouir de ce geste de son homologue. Monsieur le ministre, je voudrais encore une fois de plus renouveler tous mes vœux de remerciement à la SOPAM et à votre département et à l'initiative que vous venez de prendre, en espérant que ce n'est qu'un début et que la chaîne qui a été ouverte continuera encore à s'élargir. Le ministre de l'Action humanitaire, de la Solidarité et des personnes âgées a aussi lancé un appel à tous, associations, organismes et personnes anonymes, pour que tous œuvrent ensemble dans le sens d'une solidarité plus agissante au profit exclusif de nos populations déplacées et réfugiées. Voilà, et c'est l'occasion pour nous d'avoir une pensée particulière pour nos populations des régions du nord du Mali. Et d'ailleurs, la situation des populations du nord a été au centre du premier anniversaire du Parti pour le développement économique et la solidarité PDS. Les responsables du parti ont offert 3 tonnes de sucre au collectif des ressortissants du Nord-Coréen. Les images que vous voyez en ce moment, voilà, un geste simple mais plein de signification, car il s'agit de soutenir nos compatriotes éprouvés pour leur permettre de passer malgré tout un bon mois de Ramadan. La cérémonie a enregistré la présence des représentants des compatriotes réfugiés à Bouaké en Côte d'Ivoire. Ces derniers ont remis la somme d'1 500 000 francs CFA en guise de contribution en faveur de nos populations du nord du Mali. Parlons à présent des activités de l'ANASER, parmi lesquelles on peut retenir le contrôle du taux d'alcoolémie au volant, de quoi sécuriser nos routes. Hier soir, entre 23h et 2h du matin, plus de 150 conducteurs ont été contrôlés, 6 étaient positifs et 3 d'entre eux se sont retrouvés sous les verrous, écopant par la même occasion d'une amende. Djemba Moussa Konaté est allé voir son reportage. L'alcoolémie est la quantité d'alcool pur constatée dans un litre de sang ou dans un litre d'air expiré par un être humain. Au Mali, selon les dispositions de la réglementation en vigueur, le seuil de tolérance est de 0,4 g par litre de sang ou 0,3 mg par litre d'air expiré. De nos jours, un nombre important d'accidents de la route est dû à l'alcoolémie. D'où cette initiative de l'Agence nationale de la sécurité routière ANASER de contrôler le taux d'alcoolémie chez les conducteurs. Sur 151 usagers contrôlés, le taux d'alcoolémie de 3 d'entre eux a atteint 0,60 mg par litre d'air expiré, dépassant ainsi le taux prévu par la loi. Un conducteur doit avoir 100% de ses capacités pour se mettre au volant. L'alcool diminue très rapidement l'attention du conducteur. Donc c'est un comportement qui peut amener des drames. Donc c'est pour cela que nous appuyons la police à faire ces opérations.
La consommation d'alcool par un conducteur est interdite par le code pénal et considérée comme un délit et sanctionnée comme tel. Les sanctions à 5 ans de prison, soit une amende de 20 000 à 200 000 francs. Et il est un danger pour lui-même et pour les tiers. L'intérêt du contrôle du taux d'alcoolémie est de prévenir les accidents de la circulation en mettant hors d'état de nuire les conducteurs testés et qui sont sous l'emprise de l'alcool. Voilà, évitez de prendre le volant en état d'ivresse. Vous pouvez être un danger pour vous-même et pour les autres. Heureusement, nos policiers veillent. Et si votre taux d'alcoolémie est exagérément élevé, vous aurez affaire à la justice. D'ailleurs, notre système judiciaire vient de s'enrichir avec 53 nouveaux auditeurs de justice qui ont prêté serment ce matin. C'est à l'issue d'une formation théorique à l'Institut national de formation judiciaire. Les images, c'est tout de suite. C'était à la cour d'appel de Bamako. Les nouveaux magistrats doivent parachever leur formation dans les différentes juridictions du pays. Pour un bon accomplissement de leur mission, le substitut du procureur général de la cour d'appel Amessam a appelé les auditeurs de justice à préserver le sens de la dignité, de l'honneur et du devoir d'impartialité. Par ailleurs, il les exhorte à ne céder ni aux menaces ni à la corruption avant de les renvoyer à l'exercice de leur mission. Voilà, donc on va souhaiter bonne chance aux 53 nouveaux auditeurs de justice qui ont prêté serment ce matin. C'était à la cour d'appel de Bamako. Le groupement des commerçants maliens lève tout équivoque quant à la date d'expiration du mandat du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Les négociations sont en cours pour la mise en place d'un bureau provisoire. C'est la principale information issue de son assemblée générale. C'était au Centre international de conférence de Bamako en présence de notre reporter Fademba Keita. Cette assemblée générale du groupement des commerçants maliens coupe court aux rumeurs qui circulent quant au mandat du président sortant de la Chambre de commerce. Selon les responsables du groupement, ce dernier a été élu en 2006. Son mandat prolongé jusqu'en 2012 a officiellement pris fin depuis 2010. Compte tenu de la situation qui prévaut, les parties concernées sont à pied d'œuvre pour la mise en place d'un bureau provisoire, cela sous l'égide du ministre du Commerce. Des élections sont faites depuis en 2006, le 1er octobre 2006. Le mandat est 4 ans. Les 4 ans sont épuisés en 2010. En principe, le 1er octobre 2010, on doit faire des élections. Selon les participants, la Chambre n'est pas une institution de la République et c'est à l'issue d'un consensus qu'on peut avoir un bureau digne d'intérêt. Il y a des informations qui ont fait état que la Chambre de commerce et d'industrie du Mali est une institution au même titre que l'Assemblée nationale et qu'à ce niveau, il faut tout simplement prolonger leur mandat, tout comme on a prolongé le mandat des autres institutions. Et ce qui n'est pas vrai, la Chambre de commerce et d'industrie du Mali est un établissement public à caractère professionnel sous la tutelle du ministre du Commerce. La tension entre ce groupement et le bureau sortant est la conséquence du non-respect du mandat du bureau de la Chambre de commerce. Pour avoir du crédit, les opérateurs économiques du Mali doivent renouer avec la légitimité et la légalité. L'Institut Panos pour l'Afrique de l'Ouest a proclamé cet après-midi les résultats officiels de son concours FEMMEDIA. C'était à la Maison de la Presse. 7 journalistes de la presse nationale étaient en compétition. Mariam Traoré de l'Essor arrive en tête, suivi de Marc Thiam de l'Indépendant. Cette initiative de l'Institut Panos pour l'Afrique de l'Ouest souhaite valoriser l'image de la journaliste. Reportage de Abdraman Maïga. C'est désormais chose connue, Mariam A. Traoré du quotidien national L'Essor occupe la tête du peloton du concours organisé par l'Institut Panos en Afrique de l'Ouest. Elle est suivie par Adam Thiam du journal L'Indépendant. Ce concours dont il est question a mis au prix 7 journalistes de la presse nationale. Ces résultats sont le fruit de 2 jours de débat et de discussion menés par 15 membres du jury autour des sujets proposés par les 6 auditeurs et un journaliste de la radio. À partir de ces écrits, l'Institut Panos pour l'Afrique de l'Ouest ambitionne de renforcer la participation citoyenne des femmes à travers les médias. L'échantillon qui avait été effectivement établi au Mali, nous avons pu en fait avoir 6 journaux, dont 2 ont directement postulé. Ce projet répond à 3 problèmes. La marginalisation des femmes dans la définition des politiques au sein des institutions démocratiques,
les inégalités dans la position et la représentation des femmes dans les médias. Ils reflètent et entretiennent cette inégalité des femmes dans le processus décisionnel. En initiant ce concours sur les femmes dans les médias, l'Institut Panos pour l'Afrique de l'Ouest vise un certain nombre d'objectifs, parmi lesquels corriger les stéréotypes véhiculés sur les femmes dans les médias, favoriser l'accès à l'information des femmes sur leurs droits et enfin renforcer le statut et les capacités des femmes journalistes en Afrique de l'Ouest. Voilà, bravo à Mariam Traoré de l'Essor et à Mathiam de l'Indépendant et bon courage pour la suite. Bracelet d'Afrique, c'est le titre d'un livre qui a été présenté hier au Musée national du Mali, paru aux éditions Harmattan du Sénégal en 2011. L'œuvre est une collection de Tamaro Touré, malienne vivant au Sénégal. Le livre relate le parcours et la dimension de l'auteur dans les combats qu'elle mène pour le développement de l'Afrique à travers sa culture. Cette cérémonie de dédicace organisée par l'Amicale des anciens étudiants et stagiaires de Dakar au Mali était présidée par le ministre de l'Artisanat, de la Culture et du Tourisme en présence de son collègue de la communication ainsi que de plusieurs hommes de culture. C'était aussi en présence de notre reporter culturel Modibo Soiré. Bracelet d'Afrique est un catalogue de 190 pages présentant une collection de 200 pièces. Des pièces rassemblées au fil du temps et lors de multiples voyages qui ont ponctué la vie professionnelle de l'auteur. Ce livre est d'une très grande diversité géographique car les bracelets présentés proviennent des œuvres collectées à travers l'Afrique. Les bracelets sont la plupart du temps considérés comme simplement des bijoux, alors qu'un bracelet c'est plus qu'un bijou. Et en les examinant, en les scrutant, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses dans un bracelet. Il y a déjà la technique, donc ça c'est mécanique, mais il y a surtout les peuples qui ont porté ces bracelets. Tamaro Touré est de Ségou au Mali. Elle a travaillé durant toute sa vie dans l'administration sociale au Sénégal. Bref, de l'inspection du travail à la présidence de la République et à la primature, notre auteur du jour s'est illustré partout où elle est passée. Tamaro est également associée à l'histoire des villages d'enfants SOS du Sénégal depuis le projet initial. C'est fasciné par le cadeau d'un bracelet en argent massif torsadé offert par sa grand-mère qu'elle s'est lancée dans la collection de bracelets pour s'exprimer à sa façon vu le contexte socio-politique dans lequel nous vivons aujourd'hui. Par le hasard des événements, par les fantaisies de l'histoire, Tamaro se retrouve aujourd'hui également dans l'actualité, incapable de penser à elle-même. Elle pense aux autres. Vous avez vu les bracelets, ils ont une fonction polysémique selon l'ethnie, selon la région, peut-être même selon la religion, mais chacun s'y retrouve. Aujourd'hui au Mali, nous avons besoin d'exemples du genre. Nous sommes un peu perdus, mais nous ne sommes pas irrécupérables. Cet ouvrage qui est paru aux éditions Harmattan du Sénégal à travers des photographies de Fodé Koné constitue un véritable outil de valorisation et de connaissance de la culture africaine. Cette cérémonie de lancement a été aussi marquée par des prestations artistiques des enfants SOS de Sanankoroba et du mouvement d'action des jeunes de l'AMPPF. Bracelet d'Afrique, ce livre qui fait un clin d'œil aux chercheurs socio-anthropologues, est disponible très prochainement dans vos librairies et dans vos kiosques. Voilà donc Bracelet d'Afrique de Tamaro Touré, un livre à voir dans votre bibliothèque. Honneur aux femmes, nous étions il y a juste un instant avec elles, nous terminons avec elles. Nous parlons du football féminin, Caridas de la deuxième journée du championnat du district de Bamako qui s'est joué mercredi dernier. C'était au stade Ouazin Koulibaly en première heure. L'AS Mondé de la commune 4 et les Super Lions de Amdalaï ont fait match nul, un but partout. Et en deuxième rencontre, la deuxième rencontre a vu donc la victoire de l'USFAS sur le Real de Bamako, 3-2. Le résumé des rencontres, c'est avec Assa Soumari.
Vainqueur de l'AS Real 3-2 lors de la journée inaugurale, l'AS Mandé de la commune 4, habillé en rouge, a partagé les points avec les Super Lions de Hamdalaï dans cette deuxième journée du Caridas, un but partout. Dès le coup d'envoi, les deux équipes qui se connaissent parfaitement se sont lancées dans la course à corps perdu. À la 20e minute, l'équipe de Lafia Broussoine la première alerte et c'est Bintou Kouité qui est l'auteur de ce but. 1-0 pour le Mandé à la pause. De retour sur le terrain, prenant très rapidement la partie à leur compte, les Rouges du Mandé, à l'image de leur attaquante vedette Bassira Touré, auraient pu doubler la mise sur cette action que le poteau repousse. 84e minute, les Super Lions obtiennent un pénalty suite à une main du capitaine Mandeka Djati Djaï. Et c'est Fatoumata Doumbia Raoul qui mettra les pendules à l'heure. Un but partout, c'est le score final. Dans cette deuxième rencontre, AS Real, habillé dans sa traditionnelle tenue noire et blanche, était face à l'USFAS. Un match que les deux formations entament dans des chapeaux de roue. Dès la 8e minute, pénalty pour l'USFAS suite à une faute de la défense adverse aux abords de la surface de réparation. Awadé Koulibaly se charge de l'exécuter. 1-0 pour l'USFAS. L'égalisation des Scorpions intervient à la 26e minute par l'international Binta Diarra qui lobe la gardienne. Score à la mi-temps 1-1. À la reprise, les deux équipes se tiennent de près. Dans un cafouillage, Oumou Touré va offrir le deuxième but aux militaires. On était à la 68e minute. À 2 minutes de la fin du temps réglementaire, tellement décidées à marquer coûte que coûte, les filles du Real y arrivent. Un coup franc de Kébé Traoré trouve Assetou Traoré de l'USFAS qui voulait dégager la balle 2-2. Aux arrêts de jeu, le rêve des réalistes va se briser. Un corner sera donné aux militaires que le capitaine Awadé Koulibaly place directement au fond des filets et double sa mise personnelle. 3-2 pour l'USFAS. Après cette deuxième journée, le classement est le suivant. Première USFAS avec 6 points, deuxième AS Mandé 4 points, suivi des Super Lions 1 point et l'AS Real ferme la manche avec 0 point. Bravo aux filles. Et avant de refermer ce journal, notez que le coût du pèlerinage pour la filière gouvernementale est fixé à 2 355 470 francs CFA. C'est pour les pèlerins de la filière gouvernementale. Et en cette période de Ramadan, notez que les horaires de travail sont fixés du lundi au jeudi de 7h30 à 16h30 avec une pause de 30 minutes de 12h30 à 13h et que le vendredi, les horaires donc sont de 7h30 à 12h30 minutes sans pause. Voilà, merci à vous d'avoir suivi ce journal. Demain à 13h, retrouvez Sira Bakili. Je vous retrouve, Inch'Allah, dans l'édition du soir, en ce premier jour de Ramadan. Je vous souhaite un bon mois de solidarité, de dons et de prières pour le Mali en général et pour nos populations des régions du Nord en particulier. Elles vivent sous occupation en ce moment. Nous leur rappelons que nous ne les oublions pas. Merci.